Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Vaccination, encore et toujours des difficultés pour ceux qui sont pourtant prioritaires. Nous irons en Nouvelle-Aquitaine où TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, s'est intéressée à ceux qui ne maîtrisent pas les outils informatiques et pour qui il est difficile aussi de se déplacer. Des Yvelines à la Floride, il n'y a qu'une fusée. Nous découvrirons dans ce JT un nanosatellite des Yvelines dédié à l'observation du Soleil et de la Terre qu'a embarqué la fusée Falcon 9 en Floride. Enfin, la tête dans les étoiles au milieu de cette crise sanitaire. L'espoir, comment aider à stimuler la mémoire. Nous nous rendrons grâce aux équipes de WEO TV dans un wagon thérapeutique très particulier qui suscite l'espoir. Il aide les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer à stimuler leur mémoire. Sur les hauteurs, mais en sécurité, nous partirons pour la montagne avec Via Vosges à la découverte d'une auberge accueillante qui a trouvé la bonne formule, crise oblige, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Nous suivrons aussi les équipes du peloton de la gendarmerie de haute montagne. Leurs activités aussi a changé avec la fermeture des stations, comme l'a constaté les équipes de 8 Mont-Blanc. Enfin, Saint-Étienne, les réserves secrètes des musées. Nous partirons dans ce journal à la découverte d'une véritable caverne d'Ali Baba que sont les réserves des musées de Saint-Étienne. Vous ne pouviez pas les voir, elles ne sont pas exposées, mais TL7, Télé-Loire 7, va tout à l'heure vous les faire découvrir. Depuis donc le 19 janvier, les plus de 75 ans font partie, avec les personnes à risque et les personnels hospitaliers, des publics prioritaires pour la vaccination. Mais difficile de réserver un créneau sur la plateforme dédiée quand on n'a pas Internet ou qu'on ne maîtrise pas bien les outils informatiques. Difficile aussi de se rendre jusqu'au centre de vaccination quand on n'a pas les moyens de se déplacer. Exemple avec ce couple d'Ambarès suivi par Dominique Parmentier de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Dans leur petit pavillon, situé à 4 km du centre d'Ambarès, Marie-Josée et son mari, respectivement âgés de 77 et 90 ans, vivaient une retraite paisible jusqu'à l'arrivée de la Covid-19. Aujourd'hui, Marie-Josée est inquiète, d'autant que son mari est à risque. Ça m'affole. Vous voyez, je me demande si à la longue, je ne ferai pas de la dépression un peu. Voyez. Est-ce que ça vous rassurerait d'être vacciné ? Eh bien, on le dit, ça me rassurera. Seulement, elle n'a pas Internet, juste le téléphone. J'ai appelé mon médecin traitant la semaine dernière, il m'a dit bon, il faut le faire, mais il fallait que ce soit mes enfants qui s'en occupent parce que lui ne pouvait pas le faire. Heureusement, en effet, sa fille n'habite pas loin. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de faire quelque chose, elle. Sinon, elle va regarder sur Internet, elle a Internet, alors elle va s'en occuper. Donc sans votre fille, vous ne pouvez rien faire ? Ah ben non. Nous contactons les quelques 600 personnes concernées, affirme de son côté la mairie d'Ambarès. Dès l'annonce de la campagne vaccinale pour les plus de 75 ans, j'ai souhaité mobiliser l'ensemble de l'équipe du CCAS pour aller à la rencontre des plus de 75 ans pour déterminer celles qui auraient besoin d'une aide pour l'inscription et pour prendre rendez-vous. Autre souci, une fois le rendez-vous obtenu, comment se rendre au centre de vaccination le plus proche, en l'occurrence ici la clinique du Tondu à Floirac. Pour Marie-Josée, qui ne conduit pas et son mari presque plus, c'est toujours leur fille ou leur fils qui s'en chargera. Mais pour les autres... On a d'ores et déjà mobilisé des partenaires ou des services pour accompagner les personnes qui n'auraient pas la chance de pouvoir avoir de la famille ou qui ne seraient pas mobiles ou qui ne seraient pas autonomes dans leur mobilité. La mairie a par ailleurs proposé à la préfecture d'ouvrir un centre de vaccination à la Grave et aussi une solution mobile, mais le temps qu'elle donne son feu vert, cela concernera la campagne grand public. Les plus de 75 ans, eux, auront en principe déjà été vaccinés. Et puis un nouveau centre de vaccination a vu le jour en Balagne, situé au sein de la maison de santé de l'Île-Rousse. Le personnel médical a reçu une centaine de doses Pfizer-BioNTech en provenance de l'hôpital de Bastia, opérationnel depuis le début de la semaine. C'est plus de 70 patients qui ont déjà été vaccinés, un rythme qui devrait tripler à la fin du mois. Ce sont des images de notre chaîne affiliée Télé Paésé sur place. Et puis, dans l'actualité, la reprise aussi des cours dans les facultés qui s'avèrent tout de même un peu compliquées et confuses.
Exemple en Occitanie où l'ambiance est studieuse et disciplinée pour ce tout premier cours de littérature en présentiel à la faculté de Montpellier. Et même si les masques cachent la moitié de leur visage, on peut deviner le sourire des étudiants qui ont été autorisés à revenir participer à ces cours de travaux pratiques sur le principe du volontariat. Et puis dans cette période de restriction et de fermeture des lieux culturels, les artistes cherchent de leur côté à ne pas se faire oublier, bien sûr. Regardez cette initiative qui a eu lieu dans les rues d'Ajaccio. Les participants ont choisi d'organiser un petit spectacle de rue. C'est le 4e rassemblement qui a lieu et qui nous fait découvrir Corse Matin. Chanteurs, danseurs, musiciens, comédiens ou encore poètes se sont retrouvés sur la place du Diamant pour manifester contre la fermeture des lieux culturels. Au micro de Corse Matin. C'est déjà le 4e rassemblement autour de l'art et de la culture, et donc cette fois-ci nous avons voulu faire un rassemblement festif où il y ait des prestations artistiques, c'est-à-dire le chant, la musique, la poésie, le théâtre, etc. Donc pour recréer du lien avec le public aussi, qui en a tellement besoin. Et puis nous partons en Bretagne maintenant, à Saint-Père-Marc-en-Poulet, où un garage automobile a été transformé en décor pour une pièce de théâtre prévue fin mai par l'association Fort en Seine, qui propose des spectacles dans les lieux atypiques. Le garage doit devenir un lieu culturel et associatif populaire. Un reportage de TVR à Rennes par Claudia Caratori. Regardez. Un garage délaissé le long de la route du Fort à Saint-Père-Marc-en-Poulet. À première vue, rien ne s'y passe, mais à l'intérieur, l'heure est aux répétitions. Oh bah mes rêves, moi ça fait longtemps que j'en parle plus. Et les tiens? Oh là là, j'ai rêvé qu'on sirotait du Bourgogne en mangeant des pizzas dans une piscine où il y avait des filles toutes nues. Philippe Soyer et son comédien Mathieu Fougeret apprennent leur texte dans ce garage qui doit être le décor à partir de mai de leur pièce de théâtre « Tu me paieras demain », jouée par 5 comédiens locaux. Ça ressemble pas du tout à une scène classique de théâtre, mais du coup, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de jouer ici, dans ce lieu tout déglingué. C'est un vrai garage, quoi. Ça va être trop cool. C'est un garagiste, après 10 confinements, qui se trouve obligé de faire du troc. Et donc, il y a des gens qui viennent changer un pneu contre une pizza, Rennes. Et donc il va se passer des choses et ils vont essayer de se réinventer une vie, parce qu'en ce moment c'est super important de réinventer une vie et de s'adapter. Le garage a été racheté par la mairie de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Objectif, en faire un lieu culturel et associatif populaire pour y proposer du spectacle vivant, des lectures, des expositions. Essayez de faire un théâtre, le terme est peut-être un théâtre bio, c'est-à-dire les gens viennent pas avec toute la mise en scène, toutes les lumières et compagnie, c'est-à-dire qu'ils vont se contenter des lumières qu'il y a, mais avec leur âme, un lieu peut-être très populaire, un peu underground, dans la campagne, pour les gens de la campagne, parce qu'il n'y a pas que du spectacle en ville. Le garage sera inauguré le 29 mai avec la première de la pièce « Tu me paieras demain » de Philippe Soyer, qui sera ensuite jouée tout l'été et lancera la première saison de ce nouveau lieu culturel totalement atypique à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Tout à fait autre chose dans l'actualité. Après plusieurs reports depuis la date de lancement initiale le 16 décembre dernier, la fusée Falcon 9, je vous le disais dans les titres, a enfin décollé depuis la Floride. À bord, le nanosatellite élaboré par le laboratoire universitaire de Versailles-Saint-Quentin, qui a donc pris son envol le week-end dernier. Il sera dédié à l'observation du Soleil et de la Terre. Retour sur ce lancement avec Justine Brasier pour TV78, donc dans les Yvelines. Regardez. 4, 3, 2, 143 satellites viennent d'être mis en orbite, le plus grand nombre de satellites jamais envoyés en une seule fois. Parmi eux, 2 satellites du Latmos, dont un sous pavillon français, l'UVSQ-SAT. Ici, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'effectivement, on a tout fait de A à Z. C'est une certaine fierté parce que du coup, c'est toutes les équipes qui sont concernées. Tout le laboratoire, toute l'université, nos tutelles, le CNRS, nos 2 universités, voilà, qui nous ont aidés. Si le nanosatellite devait initialement partir le 16 décembre dernier, les différents reports dus aux conditions météo et problèmes techniques n'ont pas inquiété l'équipe. Dès qu'il y a un petit problème technique, c'est vérification et on attend le refeu vert pour relancer. Donc non, pour nous, c'était plutôt bien ces retards.
Par contre, effectivement, une fois que la fusée part, là, c'est là où la tension est la plus grande, parce que c'est là où tout peut arriver pour notre satellite. La fusée Falcon 9 a finalement décollé ce dimanche depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Le lancement a lieu à 16h, heure de Paris. 1 heure plus tard, le nanosatellite UVSQ-SAT était en orbite. La mission a franchi les étapes critiques. On a déjà au démarrage la propulsion de la fusée et on va à un moment atteindre un niveau de puissance maximum. Donc entre 0 et 10 secondes, c'est le niveau le plus contraignant au niveau des instruments lors de la mise en orbite. Alors une autre étape, c'est l'état du climat. Et là, on était dans une situation particulière où il y avait une certaine vitesse de vent qui était supérieure à 20 km/h. Donc ça peut créer du cisaillement au niveau de la fusée. Chacun des satellites a été éjecté individuellement et mis en orbite avec succès. Reste à savoir si le nanosatellite a survécu aux différentes étapes. Pour nous aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir la communication, le signe qu'il est vivant, et donc on attend un signal, une émission de ce satellite pour voir qu'il est bien vivant. Un signal reçu dimanche soir confirmant sa viabilité et la réussite de la mission. Coût global de la mission, 3 millions d'euros. Et maintenant dans le grand JT des territoires, cette jolie histoire que nous signalent nos partenaires du groupe La Dépêche. Disa, une petite fille de 2 ans et demi, est arrivée lundi du Congo à l'aéroport de Toulouse, victime d'une malformation cardiaque. Elle doit être opérée prochainement au CHU de Purpan. Elle a été accueillie par Fanou, une bénévole de la chaîne de l'espoir. Cette ONG aide les enfants démunis à avoir accès à des soins médicaux en France. À cause bien sûr de la crise du Covid, de nombreux enfants n'ont pas pu venir se faire opérer. Disa est la première à bénéficier de cette solidarité depuis novembre 2019. On part en Bretagne maintenant dans ce grand JT où l'actualité cette semaine, c'était la venue de l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg. À Lannion, il a rencontré les salariés de Nokia qui sont touchés par un plan social. Arnaud Montebourg a notamment évoqué la possibilité de créer un nouvel Alcatel avec une alliance du public et du privé. Sur place, Mathilde Kemener pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, l'a suivi. Écoutez Arnaud Montebourg. Il y a le moyen de construire, reconstruire à partir de nos savoir-faire, des brevets, de tout ce qui a été ici accumulé comme connaissances et comme capacité de production et de conception. Nous pouvons remonter une belle boîte. Mais il faut le soutien de l'État et je pense que nous trouverons beaucoup d'alliés dans le monde pour cette nouvelle génération de 5G que nous pourrions faire ici. Tout à fait autre chose maintenant, nous partons dans le département de l'Oise, à Beauvais précisément, où le centre hospitalier stimule la mémoire des malades dans un wagon thérapeutique. Le personnel soignant constate de réels progrès auprès de personnes souffrant notamment de la maladie d'Alzheimer. Jérôme Houbron pour WEO, la chaîne du groupe de La Voix du Nord, s'est rendu sur place pour constater, je le disais, de réels progrès. Regardez. Alors je vous donne votre petit billet pour prendre le train quand même. Voilà madame. La chef de gare distribue les billets et tout le monde à bord. Christiane et Fernande sont résidentes de l'EHPAD du centre hospitalier de Beauvais. Toutes deux souffrent de la maladie d'Alzheimer et participent à une initiative insolite, un voyage thérapeutique sur le chemin de la baie de Somme. Ah oui, j'ai déjà été plusieurs fois. Oui. Que maintenant on y va moins souvent. C'est ce que je pensais en voyant le voyage. Et très bien, j'ai trouvé... Ça c'est la première fois que je voyais ça. Le Grand Via, réplique grandeur nature d'un wagon, propose aux résidents 15 minutes d'évasion. Apaiser, faire remonter les souvenirs ou encore limiter l'usage de traitements médicamenteux, les vertus du wagon thérapeutique sont multiples. Est-ce que vous avez reconnu des endroits ? Ah oui, quand même. Moi. Quand même. L'idée, elle est vraiment de se remémorer tout ce qu'ils ont pu vivre avant et connaître. Effectivement, la dame, quand elle est arrivée, ne connaissait pas forcément... Si, elle avait entendu parler du Crotoy et au final nous a dit qu'il n'y avait pas très longtemps qu'elle y était allée ou qu'elle y allait régulièrement avec sa famille, ses enfants. Donc là, effectivement, on fait remonter les souvenirs et c'est à nous aussi de travailler avec eux, de discuter avec eux pour les aider à remémorer tous ces bons moments. C'est dans la Somme, il y a 2 ans, que le projet de wagon a vu le jour. Après une étude clinique menée au CHU d'Amiens, il a commencé son voyage thérapeutique. C'est l'entreprise Sigo qui a importé ce concept avec l'ambition de le rendre plus accessible. L'idée est née en Italie, il y a 6-7 ans. Nous, on a importé le concept en fait parce qu'on souhaitait vraiment démocratiser
cette thérapie du voyage en France. On trouvait ça injuste en fait de ne pas faire bénéficier les patients en France d'une thérapie qui fonctionne pour une raison de coût que nous on estimait pouvoir résoudre en fait. Les passagers souhaitant continuer leur voyage. La thérapie du voyage fait son effet. Depuis plusieurs mois, l'entreprise amiénoise reçoit de nombreux appels. Les organismes de santé sont prêts à débourser 20 000 € pour ce wagon, 2 fois moins cher que son homologue italien. Preuve que le périple du Grand Via est loin d'être achevé. Bonjour Michel Picot, c'est la rubrique Éco-région des territoires maintenant avec vous. Et vous nous présentez une entreprise, l'entreprise Meljac, qui crée de véritables œuvres d'art reconnues mondialement. Bonjour Cyril Viguier, bonjour à vous tous. Oui, je voulais vous parler aujourd'hui de l'entreprise Meljac. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant cette PME parisienne spécialisée dans la création d'appareillages électriques, c'est-à-dire interrupteurs, prises de courant, liseuses et autres, est reconnue mondialement. Ces interrupteurs made in France sont vendus et installés dans 60 pays dans le monde. Par exemple, l'hôtel Danieli à Venise est équipé d'interrupteurs Meljac. De très prestigieux palaces dans le monde ont des équipements Meljac, mais au-delà des palaces, Meljac équipe aussi le château de Versailles. La PME a été créée en 1995, elle compte aujourd'hui 65 collaborateurs et fait appel régulièrement à des designers de renommée internationale qui produisent régulièrement des collections d'interrupteurs, toujours autour de la fameuse goutte, cette forme particulière que l'on retrouve sur le bouton de l'interrupteur. Labellisé Origine France Garantie, Meljac surfe sur le luxe à la française dans le monde et avec succès. Son créateur, André Bousquet, disait « Un interrupteur ne doit pas être seulement fonctionnel, il doit être séduisant, voire sensuel. » Pensez-y. Voilà, merci Michel Picot. Nous nous retrouvons pour une prochaine édition du Grand JT des Territoires. Et maintenant, un grand bol d'air. Dans ce JT, on se rend en montagne, dans les Vosges, à la rencontre d'un couple qui tient une auberge en altitude à côté des pistes de ski alpin. Les 3 premiers mois de l'année sont habituellement très denses en termes d'activité, mais la fermeture des remontées mécaniques a fait plonger là-bas aussi le chiffre d'affaires. Alors malgré tout, chaque week-end, à l'auberge de Grouvelin, on propose des repas chauds en extérieur aux randonneurs en raquettes, mais aussi aux promeneurs qui viennent chercher détente et air pur. Un reportage à Gérard Maire, d'Aurélie Colombel et d'Anne Didier de Via-Vosges. Regardez. Au pied de la station de la Moselaine à Gérardmer, le parking est plein. Ces touristes d'un jour sont venus pour elle, cette neige exceptionnelle. On arrivait juste pour le week-end pour profiter un petit peu de l'enneigement. Il a neigé hier après-midi, donc il y a une petite couche de fraîche, elle est excellente. Voilà, il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on pensait. Mais c'est du bonheur et puis les gens sont de bonne humeur, ça fait du bien. La vue sur ce paysage époustouflant se mérite. Les sapins poudrés offrent un panorama qui donne du courage aux randonneurs. 1h30 plus tard, les voici à 1050 mètres d'altitude. Une tartiflette, une soupe. Le principal, c'est qu'on ait pu trouver à manger chaud pour couper un peu notre balade. Et puis voilà, c'est parfait. C'est tant pis si on ne peut pas être à l'intérieur, on fait comme on peut, quoi. Il fait pourtant moins 10 degrés ce dimanche midi. Le restaurant est fermé aux visiteurs. Grâce au four en cuisine, il fait 8 degrés. Une économie de chauffage pour ces gérants qui font à peine 10% des couverts habituels. On s'en sort pas, on s'occupe. On s'occupe parce qu'il faut bien faire quelque chose de ses 10 doigts et si on veut pas s'ennuyer à mourir pendant toutes ces semaines, il faut bien faire quelque chose. Cette année, avec les téléskis fermés, le couple a décidé d'ouvrir uniquement les week-ends. 2 employés sont en chômage partiel. L'hébergement aussi est fermé, trop compliqué d'accès pour les touristes et pas rentable. Mais l'esprit montagnard les aide à résister. Moi, je suis une optimiste née. Donc le moral, je l'aurai quoi qu'il arrive. Parce qu'on ne peut pas habiter ici et travailler ici sans avoir le moral, ça n'existe pas. Mais l'inquiétude est palpable. L'aide liée au fonds de solidarité promise par le gouvernement, pouvant atteindre 10 000 € ne leur a pas encore été versée, ni l'allocation pour le chômage partiel. Je peux être le porte-parole de tous les hôteliers restaurateurs, c'est très compliqué pour tout le monde. Un espoir suspendu aux annonces gouvernementales. Derrière les masques obligatoires sur tout le domaine, les sourires sont crispés.
On reste en montagne avec des skieurs qui sont privés de remontées mécaniques, mais depuis le début de la saison, le nombre d'interventions et la gravité des traumatismes a du coup baissé, comme nous l'explique Emmanuel Jo de 8 Mont-Blanc, qui s'est rendu auprès des équipes de peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Regardez. Sur la base du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, l'agitation est toute relative. Bien loin d'une saison normale, l'activité des secouristes a fortement diminué par rapport à l'année dernière. En tout et pour tout, sur les vacances de Noël, jour de l'an, le PGHM de Chamonix sur le massif du Mont-Blanc a traité 17 opérations pendant les vacances scolaires et le PGHM d'Annecy en mixité avec le groupe des sapeurs-montagne en a traité autant, donc 17 sur leur zone d'intervention. Donc vous voyez, ça fait comme des chiffres qui sont moindres par rapport aux autres années où on avait une moyenne de 3 secours par jour sur chaque unité, uniquement sur la pratique du ski alpin. Moins de secours et des traumatismes moins graves. Pourtant, ces chiffres encourageants sont à relativiser. En effet, ils restent intimement liés à l'évolution des pratiques et à la baisse de la fréquentation en altitude. On a vu des gens qui se sont fait mal essentiellement aux membres inférieurs, ces traumatismes du genou, fracture de jambe, traumatisme à l'épaule. On n'a pas vu de traumatismes graves, notamment des traumatismes crâniens. Le PGHM ne compte pas se reposer pour autant. Moins d'interventions signifiant simplement davantage de temps pour s'entraîner. On ne s'embête pas trop. Il y a une activité qui est nettement inférieure à celle des autres années. Il y a des journées où, oui, là on s'embête, il n'y a pas de secours, mais il y a des journées comme hier où les journées sont tendues, avec le risque avalanche. Pour autant, le risque d'avalanche reste bel et bien élevé dans nos massifs. Reste désormais à espérer que les amateurs de neige puissent rester vigilants en anticipant l'instabilité du manteau neigeux afin de confirmer ces très bons chiffres dans les prochaines semaines. Et maintenant, comme je vous le disais dans les titres, je vous propose de découvrir un lieu méconnu du grand public, une véritable caverne d'Ali Baba qui se trouve à proximité de la Cité du Design de Saint-Étienne. Il s'agit des réserves du musée de la ville et c'est dans ce lieu protégé et adapté que sont stockées les collections qui ne sont pas exposées au grand public. Céline Ercilia de TL7, Télé Loire 7 nous fait découvrir les coulisses de cette caverne. Regardez. Ici, 40 000 objets sont entreposés sur 6 000 m². Des objets imposants ou à l'inverse miniatures se côtoient dans les réserves des musées de Saint-Étienne. Ici, vous trouverez la première collection de France de vélo. Il y en a sur ces palettes près de 400. Tous sont répertoriés et installés au millimètre près pour optimiser l'espace. Quand on rentre dans la réserve, on ne se rend pas bien compte, mais c'est un soclage qui demande un travail de précision formidable. Et là, je salue les équipes qui s'en chargent parce que c'est vrai que c'est vraiment un travail formidable de précision, puisque tout l'enjeu, c'est d'en mettre un maximum sur la palette. Si vous regardez, de manière en fait à conserver un maximum de place disponible pour les collections qui vont arriver dans les années à venir. Toutes ces pièces rentrent dans des collections classées Musée de France, des collections publiques qui doivent être protégées. La ville a donc un rôle de restauration, de conservation, mais aussi de restitution. L'objectif, c'est de rendre accessibles ces pièces, en tout cas la majorité d'entre elles, pour des chercheurs, sans pour autant qu'ils aient à se rendre dans les réserves des musées de manière numérique, pour aussi bien des étudiants que des chercheurs plus pointus, ou même pour le grand public qui souhaiterait les découvrir de plus en plus. Donc la ville de Saint-Étienne numérise beaucoup de pièces des archives également municipales, mais aussi des pièces de ses collections de musées. Et parmi ces pièces uniques ou rares, quelques objets sont en attente. Ils sont étudiés et évalués comme ce verre Duralex. Un verre lambda, hein. Mais c'est un verre qui a été fabriqué dans les usines de Rive-de-Gier. Voilà. Et qui est en attente de collection. C'est-à-dire que potentiellement, il va peut-être glisser en collection, mais on réfléchit encore. En tout cas, on a fait une mesure conservatoire. Ils sont ici. Si à un moment ou à un autre, avec l'État, il y a une décision qui est prise de glisser en collection, ça sera donc de l'objet de collection. La réserve cache aussi la plus grande collection d'échantillons de tissus au monde et une collection d'armes, mais celle-ci ne nous sera pas dévoilée. Seule une personne est autorisée à rentrer dans la salle. Il s'agit de la 2e collection d'armes de France. Voilà, après la tête, les jambes, tous ceux qui comme moi se trouvent un peu limités dans leur pratique sportive à cause du Covid, regardez le Cross Ouest France Pays de la Loire. Ce mois de janvier pour la 39e édition, pas question d'annuler. Les organisateurs la proposent en version connectée,
Une manière de faire vivre l'événement malgré l'absence de compétition, bien sûr due au Covid. Et ce sont des images d'Anthony Piton pour VIA LMTV Sarthe. On n'a pas fait des performances extraordinaires aujourd'hui, mais on va mettre notre score, ne serait-ce que pour montrer notre participation active. Là, quand je le faisais les 2 années d'avant, c'était à mon rythme et j'essayais de donner le meilleur. Là, on va plutôt essayer de courir tous ensemble. Et puis après le sport, le réconfort, dit-on, avec ces images envoyées d'Occitanie. 800 € du kilo quand même, c'est le prix cette année de la Tuber Melanosporum au traditionnel marché de la truffe noire d'Uzès. Avec les restaurants fermés et l'ensemble des animations annulées partout, seul subsiste ce marché où de nombreux amateurs viennent s'approvisionner, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, merci de votre fidélité. C'était le grand JT des territoires sur TV5 Monde et vos chaînes de la TNT avec la participation de la presse quotidienne régionale. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.